Bienvenue dans votre journal Afrique. À la une, ce soir, certains partis de l'opposition ivoirienne quittent la commission électorale indépendante. Le PPACI ou encore le PDCI RDA de Tidiane Thiam accusent la CEI d'être inféodée au pouvoir et de manquer de transparence. Les détails dans un instant. La dégradation des relations diplomatiques avec son voisin l'Algérie, la conduite de la transition ou encore les perspectives d'avenir au Mali. Quel regard l'opposant malien et président de l'Alliance des forces démocratiques porte-t-il sur ces sujets d'actualité? Réponse dans quelques instants avec le docteur Modibo Soumaré, notre invité ce soir. Enfin, le Maroc est à l'honneur du Festival du Livre de Paris qui débute ce vendredi au Grand Palais. Pour l'occasion, Nidia Paliakara s'est entretenue avec Mohamed Mehdi Ben Saïd, le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, au sujet de l'industrie culturelle marocaine. Entretien à suivre. La décision est tombée il y a quelques minutes. Les principaux partis d'opposition en Côte d'Ivoire annoncent qu'ils retirent leurs représentants présents au sein de la commission électorale indépendante. Une suspension jusqu'à nouvel ordre qui concerne le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire dirigé par l'ancien président Laurent Gbagbo ou encore l'ancien parti unique, le PDCI RDA. Les explications avec notre correspondante Christelle Pire. Le PPACI de l'ancien président Laurent Gbagbo, puis le PDCI, le parti de Tidiane Thiam, ont suspendu la participation de leurs deux représentants sur les 18 membres que compte la CEI, la commission électorale indépendante. Laurent Gbagbo a qualifié la CEI d'instrument docile du pouvoir et les deux partis ont dénoncé des irrégularités massives et inacceptables sur la liste électorale. Face au refus systématique du dialogue politique pour améliorer un système décrié par tous, exception faite du parti au pouvoir qui y trouve son compte, le PDCI RDA demande, dès cet instant, à son représentant de suspendre sa participation aux travaux de la CEI centrale, jusqu'à nouvel ordre. Le dernier dialogue politique s'est clôturé début 2022. Lors d'une cérémonie, la ministre de la Cohésion nationale, Miss Belmont Dogo, a réagi. Si on met en doute les institutions d'une nation, ça veut dire qu'on ne reconnaît pas ce qui s'est passé. Et je vais dire à cette opposition, si on ne reconnaît pas la CEI, il est préférable de faire sortir ces députés de l'Assemblée nationale parce que c'est cette même CEI qui nous a tous déclarés vainqueurs au soir de l'élection des législatives. La CEI, elle, continue le travail de contentieux sur la liste électorale. Elle a reçu plus de 11 000 réclamations. La liste définitive devrait être publiée vers le 20 juin prochain. Et toujours en ce qui concerne la présidentielle en Côte d'Ivoire, le tribunal des référés d'Abidjan s'est déclaré incompétent ce jeudi au sujet du litige qui oppose Tidiane Thiam, le président du PDCI RDA, à Valérie Yapo, une militante du parti qui conteste sa légitimité à la tête de l'ancien parti unique. Le tribunal de première instance d'Abidjan se prononcera sur le fond du dossier le jeudi 24 avril. Je vous propose d'écouter la réaction du président du groupe parlementaire PDCI RDA. C'est une décision juste. La justice, nous l'espérons, a pris en compte le fait que c'est un débat purement politique. Elle n'a pas la responsabilité de s'immiscer dans les questions politiques. Nous espérons que c'est un premier signal important pour que personne dans ce pays n'utilise la justice comme un porte-avions pour arriver à ses fins. Au Mali, notre confrère Alfousseni Togo a été placé sous mandat de dépôt ce mercredi à Bamako. Le directeur de publication de l'hebdomadaire malien Le Canard de la Venise est poursuivi pour atteinte au crédit de la justice, trouble à l'ordre public et diffamation. C'est ce qu'indique le parquet malien. Alfousseni Togo avait tenu des propos critiques contre le ministre de la Justice dans un article. Reporters sans frontières dénonce une détention abusive et demande la libération immédiate de notre confrère. La justice malienne, justement, sachez qu'elle a ouvert ce jeudi une information judiciaire, notamment pour acte de terrorisme après la destruction fin mars d'un drone malien par la défense antiaérienne algérienne à la frontière entre les deux pays. Selon nos confrères de Jeune Afrique, les autorités maliennes ont également adressé une lettre au Conseil de sécurité de l'ONU. La brouille diplomatique avec l'Algérie, la transition en cours au Mali.
On en parle avec notre invité, le docteur Modibo Soumaré, président du parti Alliance des forces démocratiques, également auteur d'un essai intitulé Jeunesse et leadership. Docteur Modibo Soumaré, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Tout d'abord un mot au sujet de la situation de notre confrère Alfousseni Togo. Il a été placé en détention après avoir critiqué le ministre de la Justice dans un article. À l'instar de Reporters sans frontières, appelez-vous ce soir à sa libération? Je pense que la place des journalistes, c'est pas la prison. C'est pas en prison, c'est dehors. Et je crois que les critiques, nous devons tous, autant que nous sommes, les accepter parce que ça fait partie de la vitalité de la démocratie. Les tensions diplomatiques entre Bamako et Alger se sont accrues ces derniers jours. C'est en raison notamment de la destruction d'un drone malien par l'Algérie à la frontière entre les deux pays. Êtes-vous inquiet face à la dégradation des relations diplomatiques entre votre pays et le voisin algérien ? Évidemment, nous on est pour la désescalade parce que nous pensons que nous n'avons pas le choix. C'est la géographie qui nous impose d'être des voisins et de nous aimer et de collaborer. Et il est évident que à la place d'abattage des drones, ou plutôt on doit avoir des coups de main, des poignées de main et cultiver la collaboration entre les deux pays. Parce que je pense qu'il y a eu des bonnes collaborations entre ces deux pays. Et moi, je fais partie de ceux-là qui travaillent à la mise en place d'un groupe d'amitié avec l'Algérie et un groupe d'amitié avec les autres voisins comme la Côte d'Ivoire. Alors on l'a vu ces derniers jours, il y a eu une bataille de communiqués entre Alger et Bamako. Le ton est monté. Que proposez-vous concrètement pour apaiser cette situation? Les dialogues, vous savez, il y a ces dernières... Pensez-vous qu'aujourd'hui les autorités de Bamako et d'Alger peuvent dialoguer? Absolument, j'ai fait confiance au nouvel ambassadeur du Mali qui est à Alger, qui a été bien entendu rappelé. Et je rappelle qu'il y a quelques semaines, il y avait quand même une hausse de tension aussi entre Paris et Alger. Et c'est par le dialogue et par la discussion qu'ils sont en train de trouver la solution. Et nous qui sommes des voisins, 1300 kilomètres de frontières entre nos deux pays. Je pense que nous n'avons pas le choix. Nous devons user par les dialogues pour vraiment régler les questions sécuritaires. C'est regrettable. Et je le dis, c'est regrettable que Alger ait abattu directement ces drones. Il aurait pu avoir un dialogue pour, en tout cas, enterrer la hache de guerre. Mais malgré qu'il y a la tension, je pense que la solution, c'est le dialogue. Et je pense que les autorités maliennes ont bien fait de saisir les instances internationales pour justement essayer de ramener la question sur la table de négociation. Et je pense que ce n'est pas par la rue qu'on doit régler des questions aussi sensibles. D'ailleurs, je pense que tous les Maliens aujourd'hui qui profèrent des propos va-t-en-guerre ne sont pas en train de servir la transition et non le Mali. Et aujourd'hui, nous avons appelé à la désescalade et au dialogue. Autre chose à présent, les autorités de la transition ont récemment annoncé la consultation des forces vives de la nation au sujet des partis politiques au Mali. Une réduction, voire une dissolution de ces formations politiques serait une éventualité. Comment est-ce que vous envisagez ce scénario? Je crois que nous nous opposerons de toutes nos forces à toute atteinte à la Constitution du Mali. La Constitution du Mali de 92 et la nouvelle Constitution votée il y a 1 an dit clairement la démocratie et le multipartisme intégral. Et je crois que le nombre de partis montre la vitalité de la démocratie. D'ailleurs, il peut y avoir des critères. Aujourd'hui, il n'y a pas 40 partis qui ont des élus au Mali. Si on veut réduire, il n'y a pas meilleure solution. Et aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, un parti peut avoir 0 député. 2 ans, 5 ans après, peut avoir 20 députés. L'histoire nous a montré que le président actuel de la France, quand il devenait président de la République, il avait 0 député pratiquement. Donc, il faut qu'on comprenne que ce n'est pas en s'attaquant aux partis politiques qu'on va renforcer ni la transition, ni la démocratie. Et ne pensez-vous pas qu'en raison du très grand nombre de partis politiques actuellement au Mali, il faudrait mettre un tout petit peu d'ordre dans la sphère politique? Évidemment, je viens de vous dire que... Et quand on regarde les partis politiques qui ont des députés, les partis politiques qui ont des conseillers municipaux ou des maires, il n'y en a pas 40. Donc pour vous, vous voyez plutôt d'un bon œil l'initiative des autorités. Les partis qui ont un siège au Mali, il n'y en a pas 50. Donc
Il suffit de mettre des critères, mais s'il faut faire des critères selon le visage ou le regard du prince du jour, ce n'est pas le renforcement de la démocratie, c'est son affaiblissement. Donc nous appelons, et ce n'est pas les forces vives qui vont pouvoir dire quelque chose qui va supplanter la Constitution du Mali. La Constitution du Mali est claire, la démocratie, les droits humains et le multipartisme intégral. Certaines voix sont inquiètes et estiment que la pluralité des partis politiques, le pluralisme politique au Mali est d'ores et déjà de l'histoire ancienne. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Ah non, moi je crois que demain un parti peut être créé et ce parti peut être adoubé par les populations et même prendre le pouvoir. Vous voyez, donc la démocratie c'est pas quelque chose de statique, c'est quelque chose qui peut évoluer dans le temps et le peuple est le dernier acteur qui doit sanctionner. Il est évident qu'on doit comprendre que vouloir choisir les choses à la place du peuple, ce n'est pas la bonne démarche. Il ne faut pas qu'on nage à contre-courant. Aujourd'hui, il faut laisser les élections se passer. La priorité des Maliens, que les Maliens attendent aujourd'hui, c'est l'élection d'instances, en tout cas des responsables élus. Alors justement, en parlant d'élections, l'organisation des élections ne semble pas être une priorité pour les autorités actuelles au Mali. Ça va bientôt faire 5 ans depuis le coup d'État. Le pays sur la voie de la transition. Quel regard portez-vous sur le chemin qu'il a accompli jusqu'ici? Que je sache, c'est clair, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est les autorités de la transition qui ont dit, après les élections, pour les référendums constitutionnels, l'élection qui est en ligne de mire aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle de fin de transition. J'ose croire que, voilà, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est eux qui ont dit qu'ils vont respecter leurs paroles. Ils l'ont dit, mais vous optimiste. Mais évidemment, aujourd'hui, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les tentatives d'accaparement ou de confiscation du pouvoir sans passer par la voie des jeunes, il est évident que nous dirons que ce n'est pas la meilleure démarche et nous, en tant que démocrates, nous dirons que nous sommes pour les élections parce que c'est au peuple de choisir ses dirigeants. Docteur Modibo Soumaro, merci d'être venu nous parler ce soir au sujet de l'actualité au Mali. Je rappelle votre livre « Jeunesse et leadership » aux éditions Jamana. Merci à vous. Merci beaucoup. Les Gabonais et les Gabonais choisiront leur futur président demain. Quelques 800 000 électeurs et électrices sont attendus dans les bureaux de vote pour le scrutin présidentiel. 8 candidats sont en lice. Alors, dans quel état d'esprit sont les Gabonais avant ce vote? On fait le point avec notre correspondant Yves-Laurent Goma. Aujourd'hui, à Libreville, c'était la course contre la montre de tous les côtés. Côté population, c'était le dernier jour pour retirer la carte d'électeur. Ce sont 920 000 Gabonais appelés aux urnes demain pour élire leur futur président qui dirigera le Gabon durant les 7 prochaines années. Du côté des candidats, c'était également la dernière ligne droite. Ils ont battu campagne jusqu'au bout. Pour sa part, le ministre de l'Intérieur a animé une conférence de presse durant laquelle il s'est félicité d'une campagne d'apaisement et du calme qui règne dans le pays. Plusieurs éléments traduisent cet état. C'est le cas de l'absence de fermeture des frontières terrestres, maritimes et aériennes, de l'absence de coupure de la connexion Internet. C'est pourquoi j'appelle chaque Gabonaise et chaque Gabonais à se rendre aux urnes dans le calme, avec discernement et dans un esprit de concorde. En effet, contrairement aux précédentes périodes électorales, cette année, on n'a pas observé les populations fuir la capitale, envoyer femmes et enfants en Europe ou dans les pays limitrophes, signe peut-être que la population est confiante et ne craint pas cette fois-ci des violences post-électorales. Et bien évidemment, cette présidentielle au Gabon, nous vous la ferons suivre demain dans nos prochaines éditions. Passons à la page des sports avec Lise Loretia. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir Namouri. On débute avec du football et une information sportive majeure pour tous les fans de foot, notamment en Égypte. Mohamed Salah prolonge son contrat avec le club anglais de Liverpool. C'est effectivement la bonne nouvelle. La presse aussi en parle. Certains voyaient le pharaon en fin de contrat partir en Arabie Saoudite. Finalement, il prolonge en Première Ligue à Liverpool, où il est arrivé en 2017. En Égypte, regardez le titre du journal Al-Aram, le roi égyptien
Mohamed Salah est à Liverpool jusqu'en 2027. Ce quotidien révèle même quelques détails financiers du contrat. Le pharaon recevrait une hausse de 50 000 livres sterling par semaine à son salaire actuel estimé à 400 000 livres sterling pour faire de lui le joueur le plus payé de l'histoire du club, soit plus de 500 000 € par semaine. Alors pourquoi a-t-il re-signé? Liverpool pourrait-il gagner d'autres titres? Un journaliste lui pose la question. Écoutez. Vous avez le sentiment que cette équipe est à nouveau visée des grands titres la saison prochaine? Oui, bien sûr. Je pense que si je n'y croyais pas, je n'aurais pas signé. Je crois que cette équipe peut gagner des trophées avec le soutien des supporters et de la ville. Ce soutien qu'ils nous donnent toujours pendant les matchs. Je crois que nous pouvons gagner beaucoup de trophées dans les années à venir. Voilà, on écoute à présent la réaction de son entraîneur Arne Slot qui loue les qualités de Mohamed Salah. Il est évidemment heureux de ce dénouement. Mohamed Salah est âgé aujourd'hui de 32 ans. Je rappelle que depuis son arrivée chez les Reds, son bilan impressionne. 243 buts marqués, 111 passes décisives et en 394 matchs. Alors, 234 buts marqués, 111 passes décisives et 394 matchs joués, évidemment. D'accord, on écoute le sonore de Slot. Heureux, bien sûr. Cela fait maintenant de nombreuses années qu'il joue dans ce club et il a su montrer à quel point il est important pour l'équipe. Donc, comme je suppose tous nos fans et ses coéquipiers, nous sommes très heureux qu'il ait prolongé son mandat de 2 ans. Et j'espère qu'il pourra à nouveau montrer dimanche à quel point il a été important pour nous tout au long de la saison. Aujourd'hui, il y a plus de joueurs capables de marquer des buts. Mais ce qui fait de Mo un joueur spécial, à mon avis, c'est qu'il peut aussi marquer un but même s'il ne joue pas dans la meilleure demi-heure ou dans le meilleur quart d'heure du match. C'est pourquoi il est aussi fort mentalement. Et vous devez l'être, si vous voulez passer 7 ou 8 ans au plus haut niveau. Et au-delà de ses qualités et de son physique, il faut aussi être très fort mentalement. Et je pense, mis à part toutes les autres choses, sa force mentale est probablement ce qui le distingue des autres. Voilà pour la prolongation de Mohamed Salah au sein du club anglais de Liverpool. Football toujours, Lise Laure, avec la suite et la fin des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans qui se déroule actuellement au Maroc. Surprise ce soir avec l'élimination du tenant du titre. Oui, il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux équipes dans ce derby de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est finalement les Éléphantos qui ont eu le dernier mot face aux Lionceaux de la Teranga en s'imposant 5-3. La Côte d'Ivoire s'invite donc dans le dernier carré de cette compétition et affrontera en finale le pays organisateur, le Maroc, qui a éliminé hier l'Afrique du Sud. Ce sera le 15 avril prochain. Et dans l'autre demi-finale, Lise Laure, une bataille, un combat d'aiglons. Effectivement, les aiglons du Mali qui affrontent la Tunisie. Pour l'instant, nous sommes quasiment à la fin du temps réglementaire. Un but partout entre les deux équipes. On s'achemine vers une prolongation. Le vainqueur sera donc opposé au Burkina Faso qui a infligé hier une lourde défaite à la Zambie 6-1. Je vous laisse vivre la joie. Je vous propose de voir la joie des jeunes étalons. Voilà pour la joie des jeunes étalons et on leur souhaite bonne chance pour la suite de la compétition. À demain, Lise Laure. À demain. Fin de la première partie de votre journal Afrique. Place au MAG. La fête du livre a débuté aujourd'hui au Grand Palais à Paris. Pendant 3 jours, le Maroc est l'invité d'honneur du Festival du livre 2025. À l'occasion de l'inauguration du pavillon marocain lors de cet événement littéraire, Nidia Paliakara s'est entretenue avec Mohamed Mehdi Ben Saïd, le ministre marocain de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Le Maroc est à l'honneur cette année au Festival du livre de Paris.
Quel message souhaitez-vous transmettre à travers cette présence dans la scène culturelle française? D'abord, rappelons-le que si le Maroc est aujourd'hui à l'honneur à Paris, ça vient suite à une visite d'État sur invitation de Sa Majesté le Roi, du Président de la République, et aux différents accords qui ont été signés devant Sa Majesté et devant le Président de la République, notamment dans le volet culturel, ICC et bien évidemment la mise à l'honneur aujourd'hui du Maroc à Paris. C'est une occasion bien sûr pour le Maroc de mieux faire connaître ses auteurs. Vous savez qu'il y a beaucoup d'auteurs francophones. Il y a une grande communauté de Marocains qui vit en France et plus particulièrement à Paris. Donc c'est réellement un bout de l'histoire, de la culture marocaine, des imaginaires marocains qu'aujourd'hui on partage avec un public français, un public francophone, un public franco-marocain, un public marocain qui est présent aujourd'hui ici. Et bien sûr, cette découverte de l'imaginaire, l'idée c'est qu'il y ait justement ce partage de l'imaginaire. Nous connaissons les auteurs français. L'idée aujourd'hui, c'est aussi de partager cet imaginaire marocain avec un public français. Alors justement, il se trouve que la littérature marocaine connaît un vrai rayonnement, vous le disiez, ces dernières années, avec des auteurs traduits, primés à l'étranger. Comment expliquez-vous cette vitalité? Je pense qu'aujourd'hui, il y a une certaine vitalité depuis plus de 20 ans aujourd'hui au Maroc, sur tous les domaines, que ce soit économique, social, bien sûr culturel. Et cette vitalité, vous l'avez rappelé, nous le vivons dans les différentes œuvres littéraires et autres aussi. On peut parler du cinéma, théâtre, etc. Et vous avez parlé des Marocains du monde, vous avez parlé des livres traduits. D'ailleurs, on en profite, nous, cette année, au Salon international du livre à Rabat, pour mettre les Marocains du monde, justement, à l'honneur, pour mieux connaître aussi ces histoires, ces imaginaires de Marocains qui vivent à l'étranger. Donc c'est réellement, encore une fois, le livre a ce pouvoir-là, a cette magie de pouvoir tout simplement partager son expérience, partager son histoire. Parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, partager tout simplement son imaginaire à lui, qui peut ne rien avoir avec son vécu ou son lieu de vie ou d'existence. Alors on sait que le Maroc est un acteur clé de la francophonie. Or, il se trouve que ces dernières années, le français a connu un recul au profit de l'anglais. Est-ce un choix politique? Non, le Maroc a choisi le pluralisme de toutes les manières. Et donc, encore une fois, il y a une nouvelle génération qui arrive, il y a des langues qui ont une primeur au niveau international. Je pense que tout simplement, chaque génération vit avec son temps, tout simplement. Le Maroc n'a pas de positionnement politique. Au contraire, le Maroc invite tout à chacun à apprendre à s'ouvrir à un maximum de cultures possibles. Et justement, la force du Maroc, c'est cela. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, ce pluralisme-là, qu'il soit arabophone, qu'il parle l'amazigh ou qu'il parle le français, et aujourd'hui, d'abord l'espagnol aussi. L'espagnol a toujours été présent au Maroc. Et aujourd'hui l'anglais, je dirais demain même le chinois peut-être. Parce que le Maroc veut, à travers son apprentissage, être présent justement sur ces territoires-là, qu'ils soient anglophones, francophones ou autres langues. Et donc, moi je pense qu'il n'y a pas c'est pas une question de politique voulue, c'est une question tout simplement d'ouverture vers le monde. Le Maroc se positionne de plus en plus comme un carrefour entre l'Afrique et l'Europe. Quel rôle culturel peut jouer le Maroc dans cette ambition géopolitique traversée parfois par des conflits et des récits identitaires? Justement, ce pluralisme nous permet justement de pouvoir s'ouvrir et discuter avec plusieurs cultures. Rappelons-le, par exemple, quand on parle de Tarab al-Andalousie, etc., ça nous rapproche avec le sud de l'Espagne et donc avec l'Europe. Et quand on parle de Gnawa, ça nous rapproche tout simplement du sud du Maroc, ça veut dire la Mauritanie, du Sénégal, du Mali, du Niger. Donc oui, ce pluralisme-là est une force aujourd'hui, ce pluralisme culturel, c'est une force aujourd'hui à la disposition du Maroc pour, encore une fois, permettre à tout à chacun d'exister et d'essayer aussi de nous rapprocher des différentes nations, pays qui, qu'on le veuille ou non, nous avons un bout d'histoire commune avec tout à chacun. Ce qui est normal. Le Maroc, c'est un carrefour géographique, un pays où il y a eu des passages à travers les siècles, à travers les âges. Et donc aujourd'hui, c'est une force que nous essayons de mettre en amont et en avant. Et vous le voyez très bien,
la réception populaire que reçoit Sa Majesté à chaque visite, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Donc c'est une reconnaissance aussi de cette force et de ce pluralisme culturel marocain. Le Maroc qui accueillera la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La dernière organisée par la Côte d'Ivoire a été saluée comme l'une des meilleures de l'histoire. Comment comptez-vous rivaliser, voire surpasser cette édition ivoirienne qui a marqué les esprits? En mettant justement en avant ce pluralisme culturel pour démontrer encore une fois que le Maroc, c'est l'Afrique, que le Maroc a une histoire avec tous les pays africains, à des étapes différentes de l'histoire. Et justement, c'est une fête pour nous, certes sportive, certes footballistique, mais aussi culturelle. Et vous verrez que ce sera la meilleure, Inch'Allah, version de la CAF. Et j'espère que les différentes compétitions qui arriveront, chacun va essayer de se surpasser. C'est ça l'idée, en fait. Voilà pour cet entretien réalisé par Nidia Paliakara, Virgile Tron et Olivier Molinari. Retrouvez l'intégralité de cette interview sur notre site tv5monde.com grâce au QR code qui s'affiche sur le bas de votre écran. Vous y retrouverez également tous nos contenus consacrés à l'information africaine. Ainsi va l'actualité sur le continent. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde.